récolte des dons pour Elle s'imagine, une asso qui soutient les femmes victimes de violences conjugales. Voilà. Et là, on attaque une table ronde sur la question des femmes dans les sciences, avec 3 superbes invités que je vais vous présenter. Est-ce que vous êtes chaud quand même déjà? Vous êtes chaud et vous êtes nombreux et nombreuses. La meuf ne se sent plus, elle a animé 3 trucs dans la journée, elle est en mode j'entends rien. Bon, yes, ouais, merci. Alors, avec moi, j'ai donc Manon. Manon, tu es doctorante en biologie. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu, très vite fait, c'est quoi ta thèse? Comme moi, tu me l'as expliqué. Si je peux comprendre, tout le monde peut comprendre. Alors moi, du coup, je suis doctorante en biologie et en fait, je travaille sur le cancer à l'Institut Curie et je cherche à, en gros, trouver des moyens d'éliminer certaines cellules qui sont très agressives face aux chimiothérapies et j'essaye de pouvoir les éliminer pour mieux soigner les gens. Tout simplement sauver le monde, donc. Est-ce que quelqu'un peut passer son micro à Mathilde? Mathilde, c'est une journaliste qui est spécialisée dans le numérique, qui vient de sortir ce livre dont on va pouvoir parler, Technoféminisme, sur le numérique et les inégalités. Et par ailleurs, une consoeur. On était dans une consoeur, pas par ailleurs. Et par ailleurs, on était dans la même asso. Prenons-la une. Tu étais secrétaire générale quand j'étais porte-parole. C'est ça. On a communité. Exactement, pour une meilleure représentation des femmes dans les médias. Et donc, si tu devais présenter ce livre en quelques mots, même si c'est pas évident. Donc, je suis journaliste spécialisée numérique professionnellement et féministe militativement. C'est pas très français, mais c'est pas grave. Et technoféminisme, c'est justement l'idée d'aller creuser la question à la fois des usages et du fonctionnement de l'industrie tech et numérique et qui produit tous les outils que nous utilisons aujourd'hui d'ailleurs pour discuter avec vous tous sous le prisme du genre et des questions d'égalité et de discrimination en fait, pour voir quels étaient les problèmes mais aussi quelles sont les pistes de solutions qui existent. Et typiquement, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une des pistes de solutions potentielles. Typiquement, sur Twitch, vous connaissez les bails, quoi. N'hésitez pas à poser des questions, hein, comme d'habitude, et à rebondir. Et puis enfin, on a Alice. Toi, ton truc, c'est plutôt l'espace. Tu es autrice de La vie secrète de l'univers, assez stylé. Tu bosses avec le CNES, je sais pas ce que c'est. Et tu fais de la vulgarisation sur les sciences de l'espace aussi. C'est ça, tout à fait. Donc le CNES, c'est le Centre national des études spatiales. Tu vois la NASA? Ouais. C'est la NASA, mais en France. Un peu classe, le truc qui fait des t-shirts. Alors, Alors, on a des t-shirts CNES, tout le monde a des t-shirts NASA, on commence à avoir des t-shirts CNES, allez voir là sur la boutique du CNES, voilà, c'était l'instant. Il y a une boutique. Il y a une boutique en ligne, ça y est, on a une boutique en ligne, c'était l'instant promo du CNES. Mais sinon, voilà, je fais ça à mi-temps pour le CNES et l'autre moitié du temps, je suis vulgarisatrice scientifique indépendante. Et on peut te retrouver où, du coup? On peut me retrouver un peu partout. Alors, mon pseudo, c'est Space Thomalis. Space comme l'espace, Thomalis, un mélange entre Thomas et Alice. Thomas étant mon nom de famille et Alice, mon prénom. C'est bien foutu. Voilà. Et sinon, sur une chaîne YouTube sur laquelle il n'y a plus grand-chose, qui s'appelle Alice au pays des étoiles. Mais si vous voulez retrouver des vidéos un peu cringe, parce que c'était il y a longtemps et je ne savais rien faire. Non, alors on va pas commencer avec le syndrome de l'imposteur, c'est tout le sujet du truc. Alors, je peux raconter. Regarde, bravo les queens. J'ai déjà une anecdote à raconter. C'est en préparant cette table ronde, en préparant mes données, j'avais un gros syndrome de l'imposteur. J'étais en train de chercher des infos sur le syndrome de l'imposteur en ayant le syndrome de l'imposteur. Et oui, écoute, il faut bien que des gens fassent des recherches dessus. I don't know. Donc voilà, vous avez compris, on va parler de science et de femmes et on va un peu parler de comment c'est un milieu où les discriminations peuvent se reproduire. À travers, on va parler de chiffres, on va parler un peu de le fameux effet Mathilda, vous savez. On va pouvoir se rappeler un petit peu de femmes qui ont fait la science en dépit du fait qu'on veut nous les faire oublier, parce que c'est un complot. Et aussi, on aimerait bien. N'hésitez pas à me dire si le son est bon. Ah bah oui, c'est toi qui parles. N'hésitez pas à nous dire si le son est bon. Le son est bon. Le son est impec. Et aussi, l'idée, c'est aussi de se demander comment est-ce qu'on va motiver les filles à se tourner vers la science. Qu'est-ce qui pêche et comment on peut se tourner, comment on peut faire pour qu'elles se tournent vers ces carrières-là et vers ces spécialités-là. Chacune d'entre vous, est-ce que vous pouvez déjà raconter d'où vient votre intérêt pour la science en général ou vos domaines respectifs? Et je vous donne les micros. Tu veux qu'on commence comme tout à l'heure? Ok, alors... Exactement, on va essayer.
Alors moi, je pense que le coup classique de tous les petits enfants qui voient les kits de chimistes et les microscopes qu'on peut acheter, je pense, dans les magasins de jouets, clairement. Et quand j'étais petite, j'allais un peu dans le jardin de mes grands-parents avec mon microscope et je regardais des champignons et mes cheveux et les doigts, enfin des choses comme ça. Et donc, ça m'a amené vers utiliser des vrais microscopes avec des vrais lasers et c'est très chouette. Et des vrais champignons, ouais. Aussi, oui. Moi, comme je suis journaliste, j'avoue, en fait, j'ai séché les cours de sciences et de maths dès que possible. Néanmoins, je suis journaliste parce que j'aime aller chercher des infos et les reproduire et raconter les bonnes histoires qui existent. Et en me passionnant pour le sujet numérique parce que Internet, c'est cool, je suis allée creuser qui avait construit Internet et toutes les machines qui nous permettent d'aller dessus. Et donc, assez mécaniquement, je me suis penchée sur la question de qui fabrique tout ça, qui sont les scientifiques qui ont développé les sciences informatiques et tout ce qui permet de faire tourner. C'est moi qui ai un son très faible. Je vais parler plus fort. Et bref. Ok. Peut-être sur ce micro-là, ouais. Peut-être que ce micro-là est plus bas. C'est le mien et moi je parle fort aussi. Ah, alors il faut que je parle plus fort. Bon. Bref, donc du coup, en m'intéressant à qui construisait le monde numérique, je me suis intéressée à la place des femmes dans ce monde scientifique spécifique. Et voilà. Et moi, alors le spatial, je suis tombée dedans quand j'étais toute petite, où ma maman m'emmenait à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et là-bas, il y a un planétarium. Bon, la première fois qu'elle m'a emmenée au planétarium, j'avais 3 ans, il faisait nuit, j'ai eu peur, j'ai pleuré, j'ai eu IPS, hein, vraiment. Donc on est ressorti. Mais elle m'y a ramenée plus tard, quand j'avais 5 ans. Et là, vraiment, j'ai adoré. Il y avait des médiateurs, des médiatrices qui nous expliquaient, qui nous faisaient construire des cartes du ciel, etc. Et ça m'a hyper intéressée, et du coup ma maman m'avait expliqué qu'il y avait des chercheurs des chercheurs en biologie, des chercheurs en physique, etc. Et donc j'avais dit moi je vais être chercheuse d'étoiles. Ça veut dire astrophysicienne en langage d'Alice de 5 ans. Ah, c'est chou, hein. Et donc voilà, bon, finalement je fais pas de recherche parce que la recherche me correspond pas, je pense, en termes de caractère. Enfin, les préjugés que j'ai sur la recherche me font me dire que ça me correspond pas. Et que c'est pas grave si je suis pas scientifique, j'ai quand même fait une licence, etc. Mais c'est pas grave si je fais pas moi la recherche, mais je voulais quand même faire quelque chose en lien avec le spatial. Et donc la communication, la vulgarisation, ça a été un bon entre-deux pour être au contact des personnes qui font la science et du grand public pour transmettre cette envie en disant si c'est pas moi qui fais la recherche, c'est les autres parce que je vais leur donner envie. Ah, c'est très chouette. Il y a d'ores et déjà une question de riposte et comme on avait prévu de l'aborder, je rebondis dessus. Mathilde, vous pensez quoi de la réforme Blanquer qui a retiré les maths du tronc commun et les filles qui ont diminué drastiquement dans ces filières? Comment expliquez-vous cela? On voulait précisément parler de ce genre de truc. Oui, c'est un des chiffres que j'ai balancé à Marine il y a 3 minutes. Donc du coup, en 2018, il y a une réforme du bac, enfin des dernières années d'études qui passe et qui casse les logiques ESS, L au bac général et qui permet aux étudiants, aux élèves, de choisir tout un tas de matières sous format d'option, on va dire. Et on s'est rendu compte que dès que cette réforme est passée, donc il n'y avait plus d'obligation de suivre des cours de maths, le nombre d'élèves présents en cours de maths a chuté de manière générale, mais il a chuté beaucoup plus vite pour les filles que pour les garçons. Et c'est dramatique en fait parce que déjà, depuis très longtemps, les professeurs de maths et de sciences dures globalement travaillent pour essayer de pousser vers la parité parce que la parité n'existe pas encore dans ces domaines-là. Et donc en 2018 et dans les années qui ont suivi, ils ont sorti plein de... Merci pour les 24 000 €, merci plein beaucoup. Ils ont sorti plein de communiqués s'inquiétant de ça. Et résultat des courses, d'ailleurs, on est en train de revenir en arrière et de rendre de nouveau les maths plus obligatoires, en tout cas de faire un espèce de tronc commun obligé pour les étudiants, de sorte à ce qu'il y ait plus notamment de filles qui aillent dans ces filières. Et ouais, c'est très important parce que... Mais typiquement, les profils de vulgarisatrices comme toi participent normalement à pousser les jeunes filles dans ces filières. Parce que dès qu'on voit des gens qui ont des âges assez proches et tout, c'est plus facile de les emmener. Le problème principal qui explique qu'elles ne vont pas dans les maths, c'est qu'on n'est pas socialisé de la même manière, filles et garçons, et que globalement, on pousse les filles plus vers des... vous connaissez, je pense, des logiques d'empathie, des réflexions plus
tournés vers le Caire ou d'autres choses comme ça. Et en fait, en termes d'études et de ce qu'on voit à l'école, ça pousse souvent plus vers des sciences humaines que vers les sciences dures, pour le faire très très grossièrement résumé. Puis on va avoir tendance à se mettre des barrières aussi, se dire que on est une fille, donc on est moins doué en maths, donc on va moins bien y arriver, que c'est pas fait pour nous. Alors qu'en vrai, non, on est tout aussi capable de faire des maths que les garçons. Et on se met nous-mêmes des barrières, non, on se les met pas que nous-mêmes, on nous les met aussi, mais du coup, voilà, c'est un processus. Se mettre dans la tête que si on peut faire des sciences où on est capable, ça peut être très compliqué. Je sais que, juste pour rebondir là-dessus, moi, typiquement, si je suis allée vers la biologie, c'est parce que c'est aussi une des sciences parmi les dures. sciences. Je ne sais pas si on peut encore dire ce mot-là, je ne pense pas. Mais en tout cas... Des sciences inhumaines, des on dit. sciences inhumaines, exactement, comme ils disent. Et parmi ces sciences-là, qui était la moins... qui était là, en fait, c'est où il y avait le plus de représentation féminine et qui est en fait celle qui est la plus, on va dire, littéraire. Comme ça, c'est souvent sous-entendu. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que je suis allée par là. Je pense que sinon, les maths m'intéressaient également. Mais... Ouais. Et justement, Alice, tu as noté quelques chiffres qui doivent mener directement, je pense, à cette... alors évidemment, la question du bac doit encore aggraver cette situation, mais déjà, on avait des inégalités dans les filières, dans les filières, que ce soit au niveau des études ou que ce soit plus tard, quoi. Ouais. Alors déjà, sur le bac, on parlait du bac, il y a quand même plus de filles qui obtiennent le bac que les garçons. Je crois que c'est en 2019, il y avait 92% des filles qui ont obtenu le bac et 82% des garçons. Ah ouais, la vache. Ouais, alors toute spécialité confondue. Hein, ah ouais, mais je pensais pas que la aussi bien diff était aussi technologique grosse. que générale, etc. Mais voilà, je crois que c'est en 2019 ou 2020. Tous les chiffres datent de 2019-2020. C'est dans un rapport qui est sorti en 2022. Donc voilà, c'est des chiffres qui datent d'il y a quelques années. Et oui, effectivement, on parlait des différents domaines. J'ai des chiffres sur la répartition des chercheuses et des chercheurs en entreprise. Donc c'est spécifique en entreprise, mais quand même, selon le domaine de recherche. Et donc, celle où il y a le plus d'hommes, c'est les mathématiques et informatiques. On a seulement 16% de femmes. Et par contre, là, on a le plus de femmes, ça va être côté sciences biologiques, sciences médicales, où on a 58% de femmes dans les sciences biologiques et 61% de femmes dans les sciences médicales. Et donc le Caire, quoi. Voilà, c'est ça. Et voilà, sciences de l'ingénieur, pareil, 16% de femmes. Pourquoi j'ai 2 sciences de l'ingénieur ? Je ne sais pas pourquoi il y a 2 sciences de l'ingénieur. Physique, 20%. Enfin voilà, même les sciences, entre guillemets, sont genrées, dans le sens des stats, quoi. Et même au sein, c'est ce que toi tu expliquais, même au sein d'une discipline en particulier, même à un moment où il y a une majorité de femmes, ça, évidemment, ça s'amoindrit au fur et à mesure qu'on monte les échelons. Ouais, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand moi, j'étais à la fac, donc sur les bancs de l'université, en biologie, tu as, on va dire, 75-80%, c'est des chiffres que j'invente, mais globalement, c'est ce que j'ai vu, quoi, de filles, de femmes. Et après... Une énorme majorité. Voilà, une grosse majorité. Et en fait, après, au master, déjà, ça réduit un peu. Puis après, en doctorat, pareil. Mais alors, le pire, c'est vraiment les chefs d'équipe où finalement, même si je ne sais pas tes chiffres, c'est pas forcément... ce que j'ai, c'est pas forcément représentatif, mais moi ce que je vois c'est vraiment les directeurs et les directrices d'unité, ceux qui ont des hauts postes, c'est vraiment maintenant en biologie, même si c'est 50-50, au final tu pars de base sur 80%, donc je veux dire 80-20, et ça passe. Donc en fait la proportion elle n'est pas gardée. J'ai des chiffres là-dessus justement. Alors c'est pas que sur biologie, là vraiment tout domaine confondu. En soutenance de thèse, on retrouve 43% de femmes qui soutiennent les thèses en 2000, je crois que c'est 2019 ou 2020 aussi, et 58% d'hommes. Alors qu'au début, on n'est pas plus. Merci. Le Covid avait rendu aussi très visible pour tout ce qui était travail de recherche, et vous en saurez peut-être plus que moi, mais le fait que de toute façon les femmes se retrouvant souvent avec plus de missions de care à la maison, etc., elles ont beaucoup moins de temps pour écrire, faire des thèses et faire tout le travail qui est estimé participer à la création de sciences et participer à la communauté de recherche de savoir. Et donc je pense que ça joue aussi dans l'explication du fait qu'elles soient finalement moins à passer des thèses, parce que en fait, comme d'habitude, peut-être que dans leur vie privée, elles ont moins de temps et ça peut les bloquer dans leur carrière. Ouais. Oui, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est aussi, par exemple, donc souvent, parce que la vie fait les choses comme ça, c'est que souvent, les personnes qui sont dans la recherche sont en couple avec des personnes qui sont dans la recherche. Et donc, en fait, moi, je connais donc des personnes qui sont en couple hétéro, donc du coup, une femme, un homme. Et en fait, la femme
à un poste moins élevé que l'homme. Et donc, en fait, elle n'a pas décidé d'aller être directrice, par exemple, de labo, parce qu'elle avait des enfants, qu'il fallait qu'elle s'occupe des enfants, et que le mari, lui, par contre, a son équipe, a jamais le temps, s'occupe de rien. Et ça, j'en vois plein. Et pendant le Covid, en fait, ça s'est accru, ces écarts. C'était assez ouf. On voyait que donc, tout le monde était confiné chez soi, et les hommes, ils se sont mis à écrire beaucoup plus. Et les femmes, leur nombre moyen de publication a réduit parce que en fait, le Covid a renforcé certaines inégalités qui existaient dans la vie privée, on va dire, chez soi, quoi. Et par ailleurs, je vois dans le chat une personne qui dit: quand je vois ce que mes amis IES ont subi dans la recherche, je comprends qu'elles aient pas envie de s'y lancer. Alors que c'est pas l'envie qui manque. Ça, franchement, je saurais pas dire. Moi, j'ai eu beaucoup de doutes parce que j'avais peur de pas être capable, clairement, hein, comme je pense que c'est ce que tu as vécu. J'ai hésité pendant très longtemps à faire une thèse, je savais pas si c'est ce que je voulais. Je me suis dit, mais je peux pas, ça va être trop dur, j'ai pas les épaules. Et sincèrement, c'est très stressant, c'est très compliqué. Il y a des moments très durs. Mais je suis très contente parce que j'ai l'impression de pouvoir représenter un peu quand même les filles parmi ça. Et donc, c'est un peu ma mission que je me suis donnée. Mais c'est vrai que oui, j'avais l'envie, mais beaucoup, beaucoup de peur, surtout. Vraiment. Ce que tu disais, c'est qu'il y avait quand même des traitements. Tu avais remarqué au labo, sur le terrain, des traitements différenciés entre les genres? Parce que tu es la seule ici à être vraiment dans le milieu académique. Recherche, oui. Alors, dans le labo, non, je pourrais pas dire vraiment dans le labo, mais c'est-à-dire d'une manière générale, quand on est scientifique, on doit présenter ses travaux de recherche principalement dans des congrès. Donc c'est vraiment des événements où on est là avec un petit pupitre et on raconte notre recherche vraiment face à une centaine de personnes. Et en fait, souvent, il y a des prix qui sont donnés. Et moi, il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à un truc... De Radio Béca. Merci Béca. Merci. Et oui, et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on donne des prix à l'issue de ce genre de choses. Et en fait, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai été à quelque chose comme ça, où sur 10 prix, il y avait 8 garçons et 2 filles, quoi. Donc vraiment, alors que la représentation était là, quoi. Donc, et c'est les hommes qui ont eu les prix. Et après, la personne parle de harcèlement, pour le coup. Ouais, ça c'est quelque chose qui peut arriver, comme partout malheureusement, mais notamment en thèse où il y a une grande différence de pouvoir entre le directeur de thèse et le doctorant, la doctorante. Parce que si jamais on subit du harcèlement, que ce soit moral, sexuel ou autre, on va pas oser en parler parce que en fait toute notre carrière entre guillemets est en jeu. C'est un milieu qui est relativement fermé et il y a un rapport de force comme ça qui fait que qu'on n'ose pas parler. Enfin, je parle de témoignages que j'ai eu d'autres personnes, etc. Parce que moi-même j'ai pas fait tout ça. Mais, non mais oui, c'est vrai. Enfin, moi je connais. Il y a aussi les difficultés entre élèves et étudiants, en tout cas dans les milieux informatiques, à Polytechnique, à l'école 42, etc. Il y a de plus en plus d'affaires qui sortent et à chaque fois c'est des affaires de grande violence puisque littéralement on parle de viol, de violences sexuelles et sexistes le plus souvent. Ça joue certainement, ça joue très probablement à repousser certaines filles qui se disent franchement la flemme d'aller affronter cette soupe, ce truc pourri. Et après, j'avais un autre point sur les prix et les thèses, mais j'ai complètement oublié, donc ça ne devrait pas être très important. Dans l'informatique, je ne sais plus ce que c'était, c'est pas grave. Comme si tu savais pas. Mais pour parler du harcèlement, de ce que tu disais en fait, Alice, justement, en fait aussi c'est qu'il y a quelque chose qui est très particulier, c'est que quand tu fais une thèse, c'est pas juste un métier ou un contrat que tu as, c'est vraiment tu mets de toi dedans, c'est vraiment on te dit c'est ta vie perso, ta vie privée, des fois il y a plus trop de limites, tu sais plus où t'en es, et donc en fait aussi ça participe au fait que justement tu arrives à ce genre de situation où tu as des personnes abusives qui vont du coup se permettre de te donner leur avis sur ta vie perso en fait, et vu que tu es tout le temps, c'est un truc d'entre-soi, et ça aide vraiment à arriver à ce genre de situation, quoi. Et j'ai retrouvé mon point, mais ça vous saurez mieux l'expliquer que moi, mais quand tu es chercheur, il y a une partie de ton activité que tu peux faire avec des entreprises. Et donc dans le monde de la tech, Google, Facebook et compagnie payent plein de chercheurs. Et c'est très bien parce qu'il y a besoin de faire du travail, etc. Mais il y a un domaine qui est particulièrement investi par des femmes et des personnes de toutes sortes de minorités sociales, c'est les recherches sur l'éthique de l'intelligence artificielle et comment rendre ou on va dire de la tech en général d'ailleurs, comment rendre les outils plus inclusifs, plus efficaces, qui fonctionnent mieux pour tout le monde. Et en fait, ce qu'on constate, en tout cas chez Google, il y a eu des licenciements assez vénères de chercheuses et de chercheuses racisées
probablement parce que leur sujet de recherche ne les arrangeait pas financièrement. Mais en fait, dans les faits, ce que ça fait, c'est que ça enlève des fonds à un profil particulier qui est en fait toujours le même, celui de personnes qui sont au croisement de plusieurs types de discrimination. Et ce type de logique participe certainement à renforcer des inégalités dans le milieu de la recherche, en tout cas quand il est mêlé avec le milieu privé. Et pour revenir sur les rapports doctorants, directeurs, directrices de thèse, les personnes qui sont habilitées à encadrer des thèses le sont parce qu'elles sont douées dans leur milieu de recherche, mais ne sont absolument pas formées à comment encadrer quelqu'un. Et le nombre de cas qu'on a où avec des directeurs ou directrices de thèse qui sont pas là ou pas comme il faut, etc., qui sont juste incapables d'encadrer, ça c'est un souci aussi qu'il y a au-delà du genre. Il faudrait qu'il y ait une habilitation à pouvoir encadrer, dans le sens où on sait encadrer, on sait prendre par la main, on sait conseiller, et pas juste on disparaît et on donne du travail, quoi. En fait, je sais que ça existe des formations de management pour les directeurs de thèse et directrices de thèse, mais je ne sais pas si c'est obligatoire, je ne pense pas. Non, c'est pas obligatoire. Ça se saurait. C'est pas obligatoire. C'est ahurissant, la double peine des femmes racisées, c'est horrible. Ouais, on connaît bien ces médailles d'argent CNRS qui se permettent tout. Ok, je sais pas de qui tu parles. C'est extrêmement précis. Moi, je vois très bien. Ouais, en fait, vous avez plein de témoignages. On a le pourcentage de femmes dans les HDR. C'est quoi les HDR ? Alors, ça veut dire habilité à diriger la recherche, donc c'est les gens les directeurs et directrices de recherche, quoi. Alors, j'ai pas les pourcentages. Par contre, j'ai le pourcentage des enseignants à l'université. Il y a 40% de femmes. Tout domaine confondu. Alors, mais voilà, c'est enseignement, pas que HDR. C'est l'enseignement, donc c'est enseignement général. Mais sinon, sachez que la plupart des présidents d'université sont des hommes. On a seulement 19% de femmes présidentes d'université. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. J'avais soit pour tous les enseignants, soit que les présidents. J'ai pas pour les encadrants. Désolée. Donc encore une fois, ouais, mais on a plutôt le sentiment que du coup, plus tu montes et plus l'écart se creuse. Encore une fois, sûr. Quoi. J'ai la chance d'avoir un très bon directeur de thèse, très disponible et très aidant, mais le nombre d'histoires terribles de docteurs harcelés par les superviseurs m'a toujours fait flipper avant de commencer ma thèse. Oh là là, ah oui, donc en fait, ça te rejette, ça te repousse à l'entrée, quoi. On a un beau HDR plagiat de son étudiante qui s'en tire. Ah oui, c'est à Toulouse, non ? J'ai vu, j'ai lu ça dans Mediapart. Y a-t-il une réticence des femmes à faire des études ou recherches qui exposent aux radiations ? Waouh, c'est hyper précis. En fait, je pensais par rapport si tu veux avoir un enfant, je pense. Ah ouais. Ah ouais. Et c'est le cas, tu crois ? On a sincèrement, les femmes que je connais, moi, dans mon laboratoire, on est 11 femmes sur 14 personnes. Donc vraiment, on est beaucoup de femmes, beaucoup de chance. Mais je crois que ça les a pas... Après, on ne travaille pas forcément avec des radiations, ça se fait quand même de moins en moins. Hein. Genre, on a quand même d'autres... Mais je sais que ça les a pas empêchés d'avoir des enfants. Et même si tu fais des études avec des choses liées aux radiations, généralement, tu fais pas n'importe quoi. C'est quand même très encadré. Oui, c'est vrai. Je me dis que maintenant... Après, la question se pose aussi pour les astronautes. Ah ouais Parce tant qu'on est dans la Station spatiale internationale, etc., on est encore protégé par la Terre. Mais pour les missions plus loin, par exemple, si on veut aller sur la Lune ou plus loin sur Mars, alors pour l'instant, c'est pas le cas. Hein, sur Mars, on en est encore loin. Mais là, on n'est plus protégé par le champ magnétique de la Terre, donc on est exposé aux radiations. Et donc, c'est un vrai problème qui se pose, alors pour les femmes comme pour les hommes. Mais est-ce que du coup, une grossesse serait possible, etc. Non, mais tu veux dire... pardon, hein, je comprends pas très bien. Il y a pas de souci. Est-ce qu'une grossesse est possible, genre dans l'espace, ou est-ce que ça risque de te rendre stérile pour quand tu redescends ? Les deux questions se posent. Les deux questions se posent. C'est qu'en fait, t'es exposé, t'as énormément de radiations qui viennent du soleil, qui viennent de tout ça. Et pour s'en protéger, il faut un truc hyper épais, hyper lourd, donc compliqué à emmener sur un vaisseau spatial. Ou alors ça peut être de l'eau, mais pour l'instant, ça reste des choses très lourdes à envoyer. On n'a pas de solution pour l'instant. Et donc il y a des études qui sont faites pour voir est-ce que les femmes résisteraient mieux que les hommes, etc. À prendre avec des grandes pincettes, je suis pas sûre, j'ai pas les sources, mais il semblerait que les femmes soient plus résistantes aux radiations. Allez, de toute façon, apprends à vérifier. Peut-être que j'ai lu ce que je voulais lire aussi, j'en sais rien. Donc je mets des très très grandes attention, pincettes. c'est rigoureux cette table ronde. C'est extrêmement rigoureux. Ce qu'on s'était dit aussi, quelle heure est-il ? Oui, on va pas trop tarder. On va continuer à avancer tranquillement. C'est qu'en fait, chacune dans vos domaines, vous connaissez
plutôt bien l'histoire de vos domaines respectifs et on avait envie de parler justement du fait que en fait les femmes elles ont toujours été là, c'est-à-dire qu'on se dit pas que qu'il y a jamais eu de femmes et qu'on essaye d'en avoir, il y en avait toujours, simplement elles ont été effacées pour différentes raisons que tu développes notamment dans ton livre, voire leurs travaux ont été appropriés par des hommes, ce qu'on appelle l'effet Mathilda si je me trompe pas. Il y a plein de noms aux effets qui consistent à nous faire disparaître. Le principe, c'est qu'on n'est plus là à la fin. L'effet Mathilda, je crois que c'est spécifique aux champs scientifiques, effectivement. Ouais. C'est l'idée d'aller piquer les résultats du travail d'une femme pour dire que le on étant très souvent un homme, n'en est bien l'auteur. Ouais, voilà, C'est ça, et de complètement invisibiliser, que si on va faire un recueil de biographie scientifique, et ben on va pas mettre les femmes dedans, etc. Tout ça. Alors, le mythe de la femme empêchée, c'est Titu Lecoq qui le vulgarise. Et moi, du coup, je le revulgarise grâce à Titu Lecoq. Je vous recommande aussi de lire Les Grandes Oubliées si l'histoire. Vulgarisation-ception. Voilà, exactement. Si l'histoire oubliée vous intéresse, l'histoire des femmes. Et en gros, l'idée, c'est que on a tellement peu l'habitude d'entendre parler de femmes qui ont participé à l'histoire qu'on pense qu'en fait, elles n'ont rien fait. Elles n'étaient pas là, elles étaient toutes à la cuisine. Ce qui est faux, bien sûr, parce que même si on est souvent à la cuisine, ce n'est pas ce que nous faisons 24 heures sur 24. Et en fait, en réfléchissant comme ça, on se crée un espèce d'énorme biais cognitif, mais qui est partagé par tout un tas d'historiens, et qui fait qu'on continue de créer une histoire dans laquelle il n'y a pas de femmes et pas de minorités, alors qu'en fait, si on cherche, on trouve, il y a toujours des femmes, et typiquement, Titu Lecoq, elle en a fait un livre entier sur l'histoire plutôt France, mais en partant de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Moi, dans Technoféministe, c'est un chapitre, mais je me concentre sur la question de l'histoire numérique. Et il y a des femmes, il y en a plein. Il y a des personnes issues de toutes sortes de minorités qui ont participé à l'histoire du numérique. Et c'est hyper intéressant de les connaître, déjà parce que personnellement, j'adore l'histoire, donc c'est cool. C'est des super bonnes histoires. Et c'est des femmes qui ont apporté des trucs vraiment importants pour leur milieu. Mais ça se retrouve dans toutes les disciplines en réalité. Est-ce qu'il y a des... Alors, il y a les femmes codeuses. Alors, typiquement, si vous lisez ce livre, vous verrez à quel point les femmes ont tout inventé en informatique. La meuf, complètement à l'opposé du spectre. Non, mais en termes de software et de logiciel, en tout cas, c'était vraiment une discipline très, très féminine. Le fait d'avoir des femmes dans les sciences et dans l'histoire déterre aussi des femmes en sciences et en histoire. Exactement. Exactement. On en vient au besoin de représentation qui est nécessaire pour que les femmes se lancent complètement. Et donc, du coup, d'où l'idée de est-ce que vous pourriez nous citer, alors je sais pas, l'anecdote chacune dans votre domaine qui vous inspire le plus ou alors qui vous révolte le plus, si c'est un effet Mathilda ou si c'est... Moi, j'ai vu une pièce de théâtre il n'y a pas longtemps sur la physicienne qui a créé... en fait, j'essaye de pas le vulgariser comme ça, mais en fait, la nana a été juive dans l'Allemagne nazie. Et a fini par fuir l'Allemagne nazie et s'est retrouvée en Suède, etc. Et c'est son collègue, qui était en dessous d'elle, qui s'est complètement approprié le fruit de ses recherches, qui était des ondes. Et en l'occurrence, quand on daigne lui accorder la maternité de cette découverte, on parle d'elle comme de la mère de la bombe atomique. Alors qu'elle n'a pas créé la bombe atomique. et par contre, quand on parle du mec qui a eu le prix Nobel... lui, il a eu le prix Nobel pour la découverte de... Bon, bref. La meuf n'a pas le nom, n'a rien du tout. Il y a quelqu'un qui demande le nom du livre, je pense que c'est ton livre. Alors, c'est Technoféminisme. Technoféminisme et le sous-titre « Comment le numérique aggrave les inégalités ». Anecdote fun, c'est la femme d'Einstein qui faisait toutes ses maths. C'est vrai. Le mot computer engineering vient d'une femme ainsi que les bases. Mais de toute façon, il parlait des femmes comme d'ordinateurs à jupe. Tout ça, je l'ai lu dans ton livre aujourd'hui. Il y a tellement de prix Internet qui ont été littéralement volés par des mecs. Tout à fait. Donc voilà, chacune, est-ce que vous pourriez dire soit la meuf que vous préférez, soit le truc le plus révoltant, soit dans votre domaine? On va se révolter ensemble. Alors moi j'ai deux histoires, parce que je suis un peu dans deux domaines, il y a le côté de la recherche et aussi le côté astronaute, et j'ai des petites histoires des deux côtés. Alors en vrai il y en a plein des exemples, mais là il y a une meuf dont je voudrais vous parler qui s'appelle Margaret Burbidge. C'est une astrophysicienne britannique qui a été naturalisée américaine, qui est née en 1919. Ouais, j'ai préparé, j'ai des notes et tout. Hein.
Et donc, bon, voilà, elle a obtenu sa thèse en 1943. Et en 1945, elle a voulu continuer ses recherches. Et donc, mais on lui a refusé une bourse 2 ans après sa thèse parce que c'était conditionné au fait qu'elle puisse observer à l'observatoire du Mont Wilson, qui est donc un observatoire avec un télescope, tout ça. Sauf que pas de souci, j'ai plein de trucs à raconter. Sauf que cet observatoire était à l'époque réservé aux hommes. Donc on lui a dit, bah non, tu ne peux pas observer dans cet observatoire, donc tu ne peux pas avoir de bourse pour faire ce travail-là. Encore un magnifique cercle vicieux. Voilà, donc elle a continué à faire, elle a fait d'autres recherches ailleurs, etc. En 1948, donc 3 ans plus tard, elle s'est mariée avec Geoffrey Burbidge, donc qui est lui aussi astrophysicien. Quelques années plus tard, en 1955, donc 10 ans après sa première demande, elle a obtenu l'accès à l'observatoire du Mont Wilson en tant qu'assistante de son mari. À condition qu'elle et son mari résident dans un chalet ailleurs pour pas qu'ils dorment dans le dortoir qui était réservé aux hommes. Donc voilà, on ne faudrait pas les déconcentrer, quoi. Voilà, je sais pas, on sait si jamais il fait des choses sales, on n'en sait rien, enfin voilà. Donc voilà, donc elle a quand même pu continuer tout ça. Elle a étudié les galaxies, les réactions au cœur des étoiles. Ils avaient un groupe de travail, donc elle, son mari et deux autres astrophysiciens hommes. Ils ont fait des trucs de ouf que je vais pas détailler là, mais vraiment ils pèsent dans le game, quoi. Et en 1972, c'était la première fois qu'une femme était nominée à la direction de l'Observatoire royal de Greenwich en Angleterre. Bon, elle est partie 15 mois plus tard parce qu'il y avait des controverses qui n'ont rien à voir avec le fait que ce soit une femme, mais bon, voilà, elle est quand même partie assez vite. Mais quand même, c'était quand même la première fois que c'était une femme. Et en la même année, on a voulu lui remettre le prix d'astronomie Annie J. Cannon de la Société américaine d'astronomie, et elle l'a refusé parce que c'était un prix qui était donné uniquement aux femmes. Et donc, elle n'en voulait pas en disant, je cite, « Il est grand temps que la discrimination en faveur ou contre les femmes dans la vie professionnelle soit supprimée. » Et donc voilà, et quelques années plus tard, en 1976, c'est devenue la première femme présidente de la Société américaine d'astronomie. Stylé. Voilà. Belle Et donc, gosse. Bravo à elle. elle est une femme très très badass. Il y a une autre histoire aussi d'un autre observatoire qui n'était pas accessible aux femmes parce qu'il y avait parce qu'il y avait qu'un seul toilette et donc fallait pas du coup non, les femmes ne peuvent pas aller dans cet observatoire là parce que on n'a pas de toilette pour vous. On peut pas les construire, quoi. Dur. Voilà, ça c'était pour le côté recherche. Si vous voulez en raconter une autre, et je raconte après, j'ai l'histoire d'astronautes aussi. Moi, si vous voulez, mais après j'ai vu déjà les noms passer, donc finalement, je vais peut-être pas vous apprendre grand-chose, mais Il y a 2000 personnes. C'est vrai, bon ça va alors. J'ai vu quelqu'un parler de Rosalind Franklin, donc ça c'est vraiment l'exemple qu'on a nous en biologie, parce qu'en fait la première chose qu'on apprend à la fac c'est la découverte de l'ADN, qui est ce que vous avez à l'intérieur de vous, et qui, entre autres choses évidemment, vous avez aussi un cœur et plein d'autres choses. Mais et voilà, et en fait la découverte de l'ADN, ça a été à la base découvert par une femme, donc Rosalind Franklin, qui en fait elle avait du coup fait cette découverte de cette molécule qui a une forme d'hélice en fait. Et le prix Nobel a été attribué à 2 chercheurs, Watson et Crick, qui sont 2 hommes bien sûr. Et ce qui est assez étonnant, c'est que sur la page Wikipédia de Rosalind Franklin, justement, j'ai vu tout à l'heure, c'est vraiment écrit qu'elle s'est fait voler ses recherches par 2 hommes. Donc peut-être et je pense que ça fait pas longtemps que c'est là, parce que mais c'est une histoire qui se sait dans la biologie vraiment. Tout le monde sait qu'elle s'est fait voler. Et donc pourtant c'est eux qui ont eu le prix Nobel, et je sais pas si maintenant il y a quelque chose a posteriori. Peut-être qu'il y a des gens qui savent, mais je sais plus. Je pense que c'était des collègues à elle, il me semble, mais je pense pas qu'ils étaient supérieurs ou. Mais ils ont pas profité du fait qu'elle est morte hyper jeune, je crois. Et oui, du coup, ça, ils lui ont récupéré. Enfin, ils en ont grave profité, quoi. Si jamais il y a un rover martien qui va s'appeler Rosalind Franklin. Ah, stylé. Tu rebondis parfaitement sur une question du chat qui disait. Regardez comme je vous oublie pas, Madame Persil. Vous pensez quoi par exemple de Nvidia qui commence à nommer ses architectures avec des noms de femmes genre Ada Lovelace pour la génération 42 étoiles. C'est une avancée ou juste du washing? Et pareil pour le truc que tu viens de citer, un rover spatial. C'est du washing. Je peux juste raconter vite fait l'histoire de Ada Lovelace parce que c'est un bon exemple en numérique, en tech. Ada Lovelace, c'est la fille de Lord Byron qui a été député, poète au Royaume-Uni, qui est aussi un mec complètement zinzin, détestable avec sa femme et qui n'a rencontré sa fille que le jour de sa naissance.
Et donc c'était un poète littérature, donc du coup son ex-femme, pour que sa fille ne devienne pas comme Lord Byron, elle ne l'a entraîné qu'à faire des maths et des sciences et tout, parce qu'elle avait trop peur qu'elle devienne... Ce qui est génial, ce qui est assez drôle, je trouve. Et donc Ada Lovelace, très forte en maths, elle découvre à 17 ans, je crois, elle voit pour la première fois à Londres une machine qui s'appelle la machine à différence, qui a été construite par Charles Babbage, qui est un inventeur. Et en fait, la machine à différence, on va dire que c'est un ancêtre de l'ordinateur. Enfin, on va dire c'est le cas. Elle tisse une relation assez forte avec Charles Babbage, une relation intellectuelle. Ils s'écrivent et tout. Elle fait sa vie assez aristocrate. Elle a 2 foyers. Elle devient comtesse de Lovelace, etc. Mais en attendant, elle veut pas être femme au foyer. En fait, elle veut marquer les maths. Elle l'a dit à Charles Babbage. On le retrouve dans les écrits qu'on a d'elle. Et il se trouve qu'à un moment, il y a un journaliste italien qui tombe lui aussi sur la machine à différence ou sur sa version suivante dont le nom m'échappe, et qui fait un article dessus. Il le fait en français. Ne me demandez pas pour les variations de langue, mais bon, il se trouve qu'il a écrit en français. Et Ada Lovelace, ok, c'est cool de gérer son foyer, mais elle s'ennuyait un peu. Elle se dit, très bien, cet article, je le prends, je le traduis en anglais pour que nos concitoyens puissent le lire. Et puis, je vais rajouter des petites précisions, puisque comme elle connaît très bien Charles Babbage, elle savait exactement ce qu'il avait en tête. Et puis, elle-même réfléchissait à comment on pourrait faire fonctionner cette machine au mieux. Et en fait, ces petites précisions sont si précises qu'à la fin, elles font 3 fois la taille de l'article originel. Et dedans, il y a ce qui est en fait le premier programme informatique où en gros, elle explique comment il faudrait faire tourner la machine à différence pour réussir à faire un type de calcul spécifique pour des bases de calcul nautique qui étaient pleines d'erreurs quand c'était fait par les humains. Et ce truc que ce soit une femme qui soit autrice du premier programme, effectivement, comme le disait Marine tout à l'heure, c'est assez marquant parce qu'en fait, dans l'histoire un peu oubliée du numérique, c'est assez fréquent que les femmes aient été sur cette partie software, on va dire. Et oui, c'est ça, c'est ces dimensions de code et de programmation qui permettent de faire marcher nos outils numériques, que ce soit nos ordi ou nos téléphones. Et en fait, comme pendant très longtemps, quand on a écrit l'histoire, on s'est plus intéressé à la machine, au hardware, qu'au logiciel qui est le software, et ça explique aussi, au moins en partie, pourquoi elles ont disparu et pourquoi elles reviennent donc petit à petit. Et pour revenir à cette question de Ada Lovelace qu'on a donné comme nom à la puce de Nvidia, j'ai pas d'avis très tranché. Je vois que c'est de plus en plus fréquent. Effectivement, il me semble qu'il y a des modèles d'intelligence artificielle qui sont aussi nommés. Enfin, en tout cas, Ada, son nom est mis partout, quoi. Ouais. Notion, si vous créez un compte Notion au départ et que vous dites que vous êtes une femme, il vous l'appelle Ada's Notion. Enfin, franchement, il y a des références à cette meuf partout maintenant, ce qui est bien parce que ça veut dire qu'on redécouvre des personnes oubliées. Mais après, il y a un risque, je pense, c'est qu'on refasse, mais c'est un truc qu'on fait assez naturellement en tant qu'humain, qu'on se refocalise sur 3 personnes et on les rende extraordinaires et très spécifiques. Et du coup, est-ce que dans ce cas-là, ce sont vraiment de bons modèles pour des personnes qui voudraient rejoindre le numérique ou n'importe quelle science? Pas sûr, parce que quand c'est un exemple trop extraordinaire, en fait on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Donc ce qui serait cool, mais je n'ai pas de solution, mais c'est à la fois de faire sortir ces femmes de l'oubli, mais quand même de faire tous les trucs de vulgarisation, mentorat, enfin permettre des liens plus light et facile à gérer pour notamment que des jeunes filles aillent plus facilement vers les carrières c'est ça, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est de montrer que des femmes qui font de la science, elles sont comme vous et moi, c'est pas des super héroïnes ou quoi, ça, tout le monde peut faire ça. Et tu m'en parlais tout à l'heure. Oui, alors moi ce que je disais tout à l'heure, c'était à propos du style vestimentaire, parce que y a un truc où moi j'essaye de m'habiller un peu comme les jeunes pour qu'ils aient l'habitude que tout va bien, j'ai un hoodie, tout se passe bien, et tout le monde peut faire de la science, on n'est pas obligé d'être là avec des blouses à longueur de temps, quoi. Et donc et ce que je disais, c'est qu'en général les personnes quand ils me parlent, quand je leur dis que je fais une thèse, tout de suite on me dit je fais une thèse en sciences sociales, ou je fais de l'art ou de l'histoire. 25 000 €. 25 000 €. Merci beaucoup. On les entend crier dans les salles d'accueil. Putain, 25 000 €. Waouh, c'est dingue. Merci. Je sais plus ce que tu disais. Tu disais que tu mettais des hoodies. Ah oui, non, mais je disais juste ça. Non, mais je disais que du coup, tout simplement, c'est que on représente quelque chose et mine de rien, les gens n'ont pas l'impression que je fais de la science, alors qu'en fait, si tout le monde peut faire de la science, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire du skateboard, de la science, de la danse, de la science, il n'y a pas de problème en fait. Et vraiment, faut le savoir, quoi, faut le dire.
Ouais, et ouais, c'est super utile de montrer. Bon, moi, c'est un truc auquel je fais attention quand je fais de la vulgarisation, les tables rondes, etc. C'est de faire attention d'avoir au moins la parité. Bon, des fois, c'est compliqué parce que quand on est effectivement, quand il y a moins de femmes et qu'on veut forcément des femmes, des fois, juste, tu peux chercher, il y en a pas. Mais quand il y en a, de les faire, de leur donner la parole, juste pour qu'elles soient représentées, qu'on leur donne la parole aussi, et pas montrer que les sciences, c'est qu'une affaire de mecs. Et ça, je me rends compte qu'il y a encore du progrès à faire parce que quand moi j'organise des tables rondes, etc., j'y fais attention. Mais des fois, c'est d'autres collègues, des fois même des femmes aussi, qui vont s'occuper de trouver des intervenants, trouver des invités. Ils me font des listes que de mecs et je leur dis ce sont sûrement des personnes très compétentes, mais on a aussi des femmes qui sont très compétentes. Donc, si c'est possible, essayez de me trouver des femmes. Je sais qu'il y en a forcément. Et donc, petit à petit, c'est ça qui fera en sorte que ça change. Après, il y a plein d'actions qui existent comme ça, des associations qui vont dans les lycées, etc., pour promouvoir justement les études scientifiques, les métiers scientifiques, avec des personnes qui vont aller intervenir dans des classes, etc., pour montrer, raconter un peu ce que c'est leur métier, etc. Je sais qu'il y a Elle Bouge, il y en a une dans l'espace, c'est Women in Aerospace. Il y a plein d'autres associations. Il y a Women in Science. Ouais. Ouais, j'avais noté Femmes et Sciences en français aussi. Peut-être la même chose. Peut-être que c'est la même chose. Ouais. Et juste un outil qu'on utilise beaucoup en tant que journaliste, mais qui du coup peut être cool que vous connaissiez, voire que vous vous mettiez dessus, c'est Les Expertes. C'est une base de données de femmes expertes de tout et n'importe quoi. C'est vraiment super, j'adore. Et du coup, pour nous, en tant que journaliste, c'est super bien parce que quand on cherche des sources qui sont très connaisseuses de notre sujet du moment, c'est facile à trouver. Et ça peut servir quand on organise des tables rondes, etc. Il y a plein d'autres associations plus spécialisées qui font des initiatives similaires, donc ça vaut le coup d'aller regarder dans votre secteur si besoin. Et si vous êtes experte, du coup je parle spécifiquement aux femmes, là, d'un sujet ou d'un autre, n'hésitez pas à vous faire une fiche dans cet outil parce que ça permet de recenser plein de femmes qui ont plein de trucs cool à raconter, c'est sûr et certain. Voilà, typiquement, nous, quand on était à Prenons la Une, moi j'y suis toujours, mais on était au CA, voilà. La question était vraiment, parce que les médias ont un rôle à jouer aussi là-dedans, de ne pas mettre que des hommes autour de la table quand on parle du Covid, quand on parle de la crise économique, quand on parle, etc., etc. Et donc, ça faisait partie des choses auxquelles on formait les journalistes, sur lesquelles on faisait de la sensibilisation. On disait, faites attention à essayer d'avoir la parité sur vos plateaux, à faire attention aussi à quel rôle vous mettez telle personne, parce que si vous mettez 50% de femmes mais que c'est des témoins alors que les hommes c'est les experts, ça va aussi modifier beaucoup la perception qu'on en a. Faites attention à ne pas reproduire de stéréotypes. Et donc, les expertes existent. Il y a aussi d'autres médias. Alors ça, vous n'aurez pas accès à ces catalogues-là, mais catalogue, c'est un mot... à ces répertoires-là, plutôt, qui ont leur propre répertoire de femmes expertes pour contrer le réflexe d'aller chercher un homme quand on a besoin de parler, quoi. Je remets le message, mais si vous êtes curieux, il y a aussi les 100 pages, un collectif qui fait des pages Wikipédia de femmes scientifiques, politiques. Et oui, c'est elles qui ont fait ma page. Parce que ce collectif est parti du constat qu'il n'y avait pas assez de femmes et c'est très cool. C'est très, très cool, ouais. Ouais, je peux te donner 3 chiffres et demi sur Wikipédia. 90% des contributeurs de Wikipédia sont des hommes, 9% sont des femmes, 1% sont non-binaires. Donc si vous êtes des meufs, n'hésitez pas à aller contribuer à Wikipédia. Promis, c'est pas compliqué à prendre en main. Et ce que ça fait, c'est que dans les bios disponibles, je pense que mes chiffres sont en langue anglaise, mais il faudrait vérifier. Seulement 17% des biographies de personnes sont des biographies de femmes, et donc tout le reste sont des biographies d'hommes, alors que, comme on l'expliquait tout à l'heure sur les questions historiques, en fait c'est des clichés, mais on est là, quoi. On est toujours la moitié de la population. Bien sûr qu'il y a des femmes dont il faut raconter les biographies. Précisément français. Non, mais alors, Matchbox, on n'est pas du tout sur ces questions-là. Pas du tout. Et voilà. Merci, Archéologie. Est-ce que vous avez des questions, les amis ? On va aussi faire intervenir une autre personne à distance qui s'appelle Céline, qui est à... Attendez, je prends mes notes. Parce que je vois une histoire, l'histoire de Moutatot. Qui a entendu parler dans une vidéo du Nexus 6, qui est une chaîne de vulgarisation espace et science-fiction, qui avait un souci de collaboration dans l'ISS, parce qu'il fallait connecter des modules de différents pays et aucun voulait être le pénétrer. C'est vrai, c'est une légende. Effectivement, c'est une histoire où ils avaient construit un port d'amarrage, sauf qu'il y avait comme les prises électriques, quoi, un truc femelle et un truc mâle. Et du coup, ils ont conçu un système. Pitié.
Ils ont conçu un système pour que il n'y ait pas de pénétrant. Non, mais il n'y a entre pas à guillemets. être bête comme ça. Hein. Non, mais vraiment, vous êtes censés être des scientifiques, vous êtes censés aller dans l'espace, vous pouvez pas faire ça, on n'a pas le temps. Et On voilà. n'a Après, pas le temps pour créer des prises pour que vous soyez pas vexés, en après, fait. c'était. Alors, à vérifier, mais voilà, on est en période où tu as les soviétiques d'un côté, les américains de l'autre, et donc du coup, voilà, il y a un peu la guerre froide, etc. Euh, mais non, alors des histoires comme ça, absurdes dans l'espace, il y en a plein, c'est assez incroyable. Et du coup, c'est bien, ça me fait ma transition pour parler de la deuxième personne que je voulais présenter, qui est la première femme américaine dans l'espace. Parce que voilà, les premières personnes dans l'espace sont des hommes, que ce soit côté soviétique comme côté américain. Sur ce coup-là, les soviétiques ont été un peu plus en avance. Donc le premier homme dans l'espace, c'est... Mais pas que sur ce coup-là, figure-toi. Oui, voilà, mais c'est vrai. En 61 avec Gagarine, et 2 ans plus tard, ils envoient Valentina Tereshkova, qui est une femme donc soviétique, dans l'espace. La première femme américaine dans l'espace, il faudra attendre 1983, donc 20 ans plus tard, avec Sally Ride. Et sauf que autour de Sally Ride, c'était que des hommes, tous les ingénieurs de vol, etc. Il n'y a que des hommes, il y a vraiment très peu de femmes. Je crois que je sais où on est. Et donc, on lui pose plein de questions. Alors déjà, dans les interviews, ça sent, parce qu'on lui pose des questions genre, mais comment... Enfin, qu'est-ce que vous allez porter dans l'espace? Est-ce que vous allez pleurer dans l'espace? Enfin, des choses comme ça. Et alors, elle a géré aussi comme une queen, où vraiment, je crois qu'à un moment, elle a dit mais pourquoi vous ne posez pas ces questions-là, mon collègue? Ouais. Et donc, bien. Non, mais surtout que pour aller dans l'espace, excuse-moi, mais tu as traversé quelques étapes de sélection si c'est pour qu'on te pose ces questions-là. Voilà. Putain. Alors après, sachez que Désolée, pleurer dans je suis l'espace, sachez que pleurer dans l'espace, c'est un peu relou parce que du coup, il n'y a pas la gravité qui fait que les larmes coulent. Donc, Bah, du coup, ça remonte. Est-ce que non, c'est relou ça reste à tes yeux. Ah. Ça reste voilà. Mais donc, bref, et parmi les questions qu'on se pose quand on envoie une femme dans l'espace, ouais, ça spoil, j'arrive pas à lire, mais ça spoil. Oui, j'ai vu. Il y a la question des menstruations. Comment on fait? Et donc, ils ont dit, on va lui fournir des tampons, mais ils n'avaient aucune idée de combien, de la quantité. Enfin, c'est un truc un peu obscur, un tampon. Enfin, ils savent que c'est pour les règles, mais comment ça marche et tout, voilà. Donc, elle devait partir 6 jours, et donc ils lui ont prévu une boîte de 100 tampons. Enfin, ils ont dit, est-ce que 100 tampons, ça ira? Ça devrait aller. Elle aurait répondu non, c'est pas le bon nombre. Et donc voilà, ils réfléchissaient. Tu avais tous ces hommes qui réfléchissaient à comment faire pour optimiser. Il faut optimiser la place, etc. Et donc il y en a un qui s'est dit mais peut-être on pourrait utiliser leurs ficelles pour les accrocher ensemble pour pas qu'ils se baladent partout. Genre. Non. Pour pas qu'ils se baladent pas. Enfin, en gros, pour les regrouper ensemble, tu prends la ficelle dans ton tampon et tu fais un nœud. Enfin, tu vois. Mais je veux dire, leur conditionnement actuel, c'est-à-dire sous forme de boîte en carton, de leur. Je sais pas. Je pose la question. Mais les gens sont ingénieurs quand même, non? Mais on se pose la question en fait. Ils sont ingénieurs, mais ils n'ont pas réfléchi. Et donc voilà, ils lui ont prévu aussi un petit kit de maquillage pour qu'elle soit belle dans l'espace, tout ça. Mais du coup, un kit de maquillage de l'espace qu'elle n'a pas emmené. Attends, c'est quoi un kit de maquillage de l'espace? Il y a des paillettes? Alors, je sais pas si... Non, je suis pas sûre qu'il y ait des paillettes à ce moment-là, mais en fait, c'est qu'il faut réfléchir parce que tu peux rien... Genre, les paillettes dans l'espace, c'est pas ouf, parce que ça fait des petites particules comme des miettes, etc. Et ça peut aller dans les tuyaux, ça peut s'infiltrer partout et tout. Et comme tu recycles l'air pour le respirer, etc., c'est pas forcément terrible. Donc, je pense que c'est surtout réfléchir en termes d'odeur. Il y a eu... On revient sur les tampons. Il y avait la question des odeurs, parce que du coup, comme tu recycles l'air que tu respires, est-ce qu'il vaut mieux des tampons avec une odeur ou sans odeur? Est-ce que l'odeur ne va pas devenir insupportable dans toute la capsule et tout? Donc, imaginez qu'il y a quand même eu un gars, sûrement un ingénieur, qui a reniflé des tampons pour savoir ce qu'on pouvait utiliser. C'est quand même dingue. Je sais pas quoi répondre. J'ai du mal à y croire tellement c'est con. Non mais oui. Voilà, et des histoires comme ça, mais il y en a plein. Léna Elvida, aucun intérêt le maquillage si les paillettes sont pas possibles. Mais donc ouais, je pense que du coup le maquillage de l'espace c'était surtout faire attention à ce que ça fasse pas de petits, genre tu prends pas de la poudre, faut que tu fasses gaffe aux odeurs, etc. Tu prends du blush en stick. Voilà. Mais quand même ils ont prévu ça parce que c'est important d'être belle quand on est dans l'espace. C'est la première priorité. Ok.
Voilà. Et pour l'anecdote, ça j'ai découvert ça hier soir. Mais Sally Ride était en relation avec une femme, mais ne l'a pas dit jusqu'à sa mort. Relation amoureuse. Voilà, relation amoureuse. Elle s'est mariée même à un moment avec un astronaute homme de sa promotion. Et donc a priori, je pense que si c'était ouvert, qu'elle était lesbienne ou bi, du coup je sais pas exactement s'il y avait si elle était vraiment amoureuse de cet homme. Je ne sais pas. Et voilà. Mais en tout cas, qu'elle n'était en tout cas pas hétéro, peut-être qu'elle n'aurait jamais volé parce que déjà que les femmes, on avait du mal à les faire voler. Alors si en plus on part sur des personnes qui ne sont pas hétéros, là je pense que ça aurait été encore plus compliqué. Merci les modos, vous êtes les meilleurs. Calculer la trajectoire d'une fusée VS, calculer la quantité de temps nécessaire à une femme pour une mission spatiale. Il n'y a plus à avoir le syndrome de l'impostrice. J'avoue que je vais y réfléchir la prochaine fois qu'il y a des trucs comme ça, genre ouais mais... On sait jamais, elle aurait pu contaminer l'équipe. Ah mais quel enfer, quel enfer. Eh ouais. Alors, quelle heure est-il, les amis? Il est 20h52. On a encore le temps pour quelques anecdotes, si vous voulez, ou pour... moi, ce que j'avais trouvé aussi intéressant dans le livre de Mathilde, et peut-être que ça va vous parler aussi, mais c'est que quand même, il y avait plein de femmes dans l'informatique à la base, et que d'une certaine manière, elles sont parties au fur et à mesure que c'est devenu sérieux, quoi. Ou je suis en train de survulgariser. Au fur et à mesure que des gens ont compris qu'on pouvait se faire un max de thunes et gagner un max de pouvoir grâce à la tech, et ils se sont dit, vas-y, on va y aller en masse. Le on est encore une fois masculin. Et les femmes qui étaient là, elles sont restées, en fait... elles étaient déjà là de toute façon pas dans des positions hiérarchiques très hautes quand même si elles étaient présentes. Ouais. Globalement, on va dire qu'elles étaient ouvrières du numérique, quoi. Mais ce qui nécessitait d'avoir des compétences en maths. Mais elles avaient de vraies compétences de maths, elles avaient des vraies compétences d'organisation aussi. Typiquement, il y avait des. Oui, ce qui était cool au début de l'informatique, quand c'était pas très formalisé, c'est qu'il y avait donc pas d'école d'informatique. On savait pas exactement comment former un développeur. En fait, c'était sur le tas. Et il y avait plein de secrétaires qui, si elles étaient bien débrouillardes, pouvaient le devenir parce qu'elles avaient plein de compétences d'organisation. Et en fait, c'est beaucoup ça, la programmation. Oui, mais dans ton livre, on voit que la bonne. Oui, alors ça, je suis pas sûre que son boss lui ait laissé le choix, mais oui, il l'a embarqué. Non, mais c'est dingue parce que c'est-à-dire qu'elle était bonne et qu'elle a fini chef d'équipe de mathématicienne, quoi. Enfin, exactement, un truc incroyable, quoi. Donc ça, c'est Wilhelmina Fleming. Son boss, j'ai oublié son nom, c'est peut-être Pickering. Il avait besoin de gens pour l'aider à... Les figures de l'ombre représentent bien la situation-ci. Je crois aussi, que les figures de l'ombre, c'est vachement très... Et t'en parles aussi. C'est un livre, mais je ne sais pas s'il est traduit en français. Par contre, le film, si, il est accessible. Et vous pouvez rappeler vite fait ce que c'est les figures de l'ombre? Les figures de l'ombre, c'est sur plusieurs... Alors, c'est un peu romancé quand même, mais c'est sur plusieurs femmes afro-américaines qui ont travaillé à la NASA au moment où la NASA faisait plein de trucs cool, parce que notamment... Enfin, désolé de le raconter comme ça, mais le contexte était la guerre froide. Et du coup, ils étaient là, genre, vas-y, il faut absolument qu'on envoie des fusées dans l'espace. Et il y a, par exemple, Dorothy Vaughan, avec mon bon accent, Vaughan, je pense, qui est devenue première manager afro-américaine à la NACA, l'ancêtre de la NASA, dès 1949. Et en fait, c'est assez intéressant comme cas parce qu'on est encore à l'époque de la ségrégation. Donc, en dehors et même sur place, il y a encore des interdits pour les personnes noires qu'il n'y a pas pour les personnes blanches. Et donc ces interdits se retrouvent dans les bureaux de la NASA, mais en même temps l'endroit est tel et la recherche de savoir scientifique est telle que... Merci d'Hollywood pour ton raid. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue tout le monde, on parle des femmes dans les sciences et on est en train de parler des figures de l'ombre, ces afro-américaines qui travaillaient à la NASA. Mais c'était très ambigu comme situation. Voilà. Je la fais hyper courte, tu sais. Un énorme résumé. En gros, je dis du coup ségrégation à l'extérieur et aussi à la NASA, mais comme c'était recherche de savoir avant tout, des femmes noires ont pu faire des choses qu'elles n'auraient pas pu faire ailleurs dans la société à cette époque-là. Donc il y a ce truc un peu ambivalent qui est assez intéressant à découvrir. Et une bonne manière de le découvrir, c'est notamment de regarder les figures de l'ombre. Et d'ailleurs, oui, ce film, ah bah voilà. L'histoire des toilettes à l'autre bout du campus. Oui, carrément. Oui, parce que ça, du coup, elles pouvaient pas aller en tant que femme noire dans les mêmes toilettes. Voilà, là, la ségrégation était sur le fait qu'il y avait des toilettes pour blancs, des toilettes pour noirs. Et que, alors dans le film, c'est peut-être un peu grossi, il faudrait aller vérifier. J'avais regardé un peu ce qui était romancé, ce qui ne l'était pas. Mais dans le film, on voit qu'il y en a une qui donc, est très très forte en calcul mathématique pour envoyer des trucs dans l'espace. C'est vachement bien expliqué. Qu'on lui demande de calculer à toute vitesse et tout, et elle le fait. Mais le problème, c'est que dès qu'elle a besoin d'aller aux toilettes, en fait, elle doit faire 15 minutes de trajet et donc elle disparaît pendant longtemps. Et son boss est là, genre, mais qu'est-ce qu'elle fout en fait?
Et en fait, elle met des plombes à le dire. Enfin, en fait, je crois qu'elle le dit pas. C'est lui qui finit par le découvrir parce qu'il fallait bien un homme blanc qui vienne la sauver à la fin du film. Et donc, littéralement, il y a une scène un peu cliché où tu as le mec blanc qui est vachement sympa, qui vient casser le symbole toilette pour Blanche. Yay! Mais franchement, c'est assez cool quand même comme film. Et Je vois dans le chat qu'on mentionne Florence Porcel, qui effectivement, elle a plein d'anecdotes comme ça dans ses livres. qui avait fait La folle histoire de l'univers, quelque chose comme ça, non? C'était Ouais, son il y a podcast. voilà, c'est ça. Ouais. Et il y a un de ses livres, c'est L'espace sans gravité. Où elle raconte justement des anecdotes comme ça. Alors, il n'y a pas que des anecdotes autour des femmes, mais il me semble peut-être que l'histoire des Tampax est dedans. Il y a l'histoire des Mercury 13 aussi, qui sont un groupe de femmes qui ont passé les mêmes tests psychologiques que les hommes de la NASA et qui n'ont jamais volé, alors qu'elles étaient toutes aussi compétentes, voire plus compétentes sur certains points. Voilà, je ne vais pas raconter toute l'histoire là maintenant, mais je vous encourage à aller voir aussi les Mercury 13. Et donc voilà, Florence Porcel qui a Et plein oui, force d'anecdotes à Florence là-dessus. Porcel, on pense très très fort à elle. Oui. J'en reviens pas de l'origine des noms software et hardware parce que plus haut dans le chat, même si on l'a pas évoqué, il y avait cette question de est-ce que c'est pas justement parce que c'est les femmes qui s'en occupaient que c'était soft vs est-ce que c'était hard parce que c'est les hommes qui géraient l'aspect matériel. Sur ce truc précis, je sais pas, j'ai pas pu vérifier, mais il y a un autre point de vocabulaire, mais qui est en train de m'échapper, mais que j'explique dans mon livre. Il y a un autre point de vocabulaire où on a, c'est peut-être c'est devenu du software engineering. On a rajouté le terme ingénieur. Typiquement, tout à l'heure, on expliquait qu'il y a un moment, en gros, on va dire que c'est le tournant des années 70, où plein d'hommes débarquent dans cette industrie parce qu'ils se rendent compte que ça a des gros intérêts économiques et en termes de pouvoir. Et à ce moment-là, je ne sais plus comment était appelée la profession de développeur en anglais, mais on va dire que c'était un terme qui était effectivement lié au métier de secrétaire, puisqu'il y en a beaucoup qui venaient du secrétariat. Et bref, à des notions qu'on associait à la féminité. Et pour masculiniser tout ça un petit peu, on l'a appelé du software engineering. Parce que être ingénieur, c'est être un homme. J'adore les sujets ce soir. Merci beaucoup. On a commencé à ne plus parler de relations slave-master. Il y avait... Ah ouais, putain, c'est vrai qu'il y avait il y a ça aussi dans les vocabulaires de programmation. Effectivement, il y a plein de trucs pas du tout réfléchis et qui sont mais tellement lourds de sens. C'est chaud. Et donc, il y a ce truc de relation maître-esclave entre des éléments. Il y a un élément qui peut agir sur l'autre et l'autre jamais dans le sens inverse. Enfin, c'est pas très clair la manière dont je le raconte. Oui, non, mais tu vois. on voit bien, mais du coup... Du coup, il y a des débats. Je ne crois pas là. que c'est encore évolué partout, mais il y a des communautés qui essayent de faire varier ce type de vocabulaire. Mais en même temps, c'est tellement ancré dans des langages hyper courants qu'en fait, c'est très complexe, je crois, à faire évoluer. Pour conclure un peu la table ronde, alors on va aussi faire intervenir donc Céline, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est à Mines Paris Tech et qui allait présenter un cursus en particulier. Et ça sera, on va faire juste une non, c'est juste que le hardware c'est palpable, les software non pas. Oui. La ségrégation des données aussi. Ah oui. Et alors donc oui, quelles sont vos préconisations pour motiver les femmes et les filles à partir dans les sciences? Je te vois motiver. Moi, j'ai une super préconisation, mais c'est peut-être très personnel. Mais ce que j'encourage vraiment à toutes les personnes qui ont des petites filles ou genre des enfants, ou même à vous-même, vous femmes en fait, d'aller à la Cité des Sciences le plus souvent possible parce que c'est vraiment un super endroit. Moi, ça m'a vraiment... quand tu racontais ton anecdote tout à l'heure, j'ai vraiment vécu la même chose. Il y a la Cité des Sciences, mais pas que des musées comme ça. En vrai, il y en a plusieurs. À Paris, on a la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte. Mais il y en a plein d'autres. C'est ce qu'on appelle les CSTI, c'est Centres Culture Scientifique, Technique, Industrielle. Je crois que c'est ça. Il y en a partout, moi je pense à Dunkerque par exemple, il y a le Plus et le Palais de l'Univers. Je les connais pas forcément tous non plus, mais s'il y a des musées scientifiques ou même des muséums d'histoire naturelle ou autres, effectivement, voilà, il n'y a pas que à Paris qu'il y a des choses, il y a des trucs vraiment partout. Je te laisse compléter. Non mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que j'ai dit la Cité des Sciences parce que voilà, mais en effet, ouais, faut aller un peu partout et... je sais que je connais plein de gens qui sont maintenant dans... même il n'y a pas assez longtemps, je discutais avec un autre collègue à moi qui disait que quand il était petit, il a extrait de l'ADN de banane au Palais de la Découverte et c'est ça qui lui a fait faire... Enfin voilà quoi, ça commence par des petites choses comme ça. Et je sais que les enfants, ils adorent vraiment ça. Nous, des fois, dans notre institut, on fait des portes ouvertes. Il y a des enfants qui viennent, ils sont trop mignons, ils posent des questions adorables et ils sont hyper intéressés, ils voient des microscopes, c'est génial. Donc vraiment, emmenez aux enfants si vous pouvez et allez-y même vous-même pour après parler à d'autres gens qui ont d'autres enfants. Et voilà.
Moi, je dirais oser. Oser si vous avez envie de vous lancer dans une carrière scientifique, que ce soit une prépa, la fac, peu importe. Allez-y, tentez le coup. Et peut-être que ça ne marchera pas, mais vous avez autant de chance qu'un garçon. Et c'est pas grave de se planter aussi, peu importe ce que vous faites. Vous pouvez toujours vous rendre compte que finalement non, parce que le sujet vous intéresse pas, parce que vous vous rendez compte qu'effectivement c'est trop dur, mais le fait que c'est trop dur, c'est pas du tout lié au fait que vous êtes une fille en fait. Donc je dirais juste oser tenter des trucs, allez vous renseigner, allez parler à des gens qui sont dans le milieu pour vous rendre compte vraiment à quoi ça ressemble, etc. Ça, je sais que ça aide beaucoup de rencontrer des gens et tout ça, que ce soit des scientifiques, que ce soit des médiateurs, des médiatrices scientifiques. Voilà, c'est ça. Non, mais je réfléchissais parce que je sais que j'ai plein d'autres conseils, mais là, c'est le premier qui me vient. Non, mais des rôles modèles accessibles, surtout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment revenir là-dessus, quoi, de pas s'imaginer des personnes, encore une fois, exceptionnelles et tout, vraiment pouvoir parler à des gens, on va dire lambda, mais des gens de la vie du quotidien, qui font des choses du quotidien. Et d'ailleurs, des mecs peuvent tout à fait servir de rôle modèle à des meufs. Il n'y a pas de lézard là-dessus. Mais donc, du coup, juste pour reboucler, j'ai exactement les mêmes recommandations. Et pour vraiment inspirer du coup des jeunes filles en particulier pour qu'elles aillent dans les carrières scientifiques et qu'à la fin on fasse grossir le vivier, le plus simple c'est quand même que ce soit des gens pas trop différents socialement, donc juste peut-être de l'âge du grand frère, de la grande sœur, etc., qui leur disent mais si regarde c'est trop bien, ou qui leur parlent de ce qu'ils sont en train d'étudier et tout, ou en plus de tous les trucs culturels qu'on peut faire. Et il y a aucun, bien sûr que des hommes aussi peuvent être rôle modèle, donc ça peut être cool de le rappeler. Ouais. Et inversement, des femmes peuvent servir de modèle aux hommes. Bien sûr, oui. Ouais. Et c'est pas encore évident pour tout le monde. Bon, écoutez les filles, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on aurait oublié de parler que vous auriez envie de rajouter ? Ou même un truc que vous avez envie de rajouter parce que vous avez envie de le rajouter, genre... Enfin, pas complètement off, mais... Truc positif quand même, aussi, je ne vous ai pas donné les pourcentages de femmes astronautes, parce que c'est assez catastrophique, mais sur toutes les personnes qui sont allées dans l'espace, on a à peu près 12% de femmes depuis le début de l'exploration spatiale, donc c'est pas beaucoup. Mais sachez qu'il y a une nouvelle sélection d'astronautes européens qui a été dévoilée il n'y a pas très longtemps, et dedans, on a 8 femmes et 9 hommes. Donc on est voilà, c'est un nombre impair, donc on peut pas avoir pile, on va pas couper une personne en deux. Alors que pourquoi pas. Mais je rigole, pardon pour la charte. Voilà, il y a du progrès qui se fait, en tout cas du côté européen, sur ce point-là. Et parmi ces 8 femmes, on a une Française qui s'appelle Sophie Adenau. Qui est pilote d'hélicoptère, qui a l'air hyper badass dans quelques années. Trop cool. Je suis vraiment une fraude, mise à part Marie Curie. Je connais aucune scientifique, mais tu es le produit de ce dans quoi on t'a élevé. Donc, il suffit de te renseigner, t'en découvriras plein et ça sera trop cool. Et on en a parlé un petit peu, donc si tu te fais le replay, tu en découvriras d'autres. Et si jamais, dans mes donation goals, j'ai un des trucs où c'est je lis une page Wikipédia d'une femme scientifique. Ah trop stylé. Donc en fait, il suffit d'aller sur ta chaîne quand tu streams, voilà, donner de l'argent et Exactement. Comme ça, vous aurez une lecture à chaque fois. C'est ça. D'une page Wikipédia. Donc c'est littéralement payé pour avoir accès à de la culture gratuite. Mais non, mais vous pouvez aller sur la page Wikipédia tout seul aussi. Hein, voilà. Mais en tout cas, si jamais, pour cet événement, j'ai mis ça comme donation goal. Céline, est-ce que tu peux, merci d'être en direct avec nous, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, je suis très contente d'être avec vous. Du coup, moi, donc, je suis Céline Bégy. Je suis chercheuse en machine learning appliquée au domaine de la santé. Et donc, en parallèle, j'ai commencé en fait à développer un projet entrepreneurial. Je suis aussi, du coup, étudiante aux mines Paris PSL, du coup, dans le master entrepreneuriat, innovation, deep tech. Ah ouais, d'accord. Donc tu fais beaucoup de choses. Entre-temps, on a atteint les 26K. Merci beaucoup pour les 26 000 €. Merci, c'est génial. C'est vraiment super. J'ai l'impression qu'on a passé 2 paliers de 1000 pendant cette table ronde. Incroyable. Vraiment, merci. Vous savez que ça sert beaucoup. Et du coup, tu voulais nous parler justement d'un cursus en particulier ce soir, c'est ça ? Moi, c'est ce qu'on m'a présenté. C'était assez rapide, mais c'est ce qu'on m'a présenté. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, en fait, du coup, c'était pour vous parler, peut-être que je peux vous parler de plein de choses, hein, donc après, faut voir. Je peux vous parler peut-être
du coup, d'un cursus qui peut être intéressant, c'est mon année du coup que je fais cette année en entrepreneuriat. Surtout que du coup, c'est de l'entrepreneuriat deep tech. Et du coup, c'est très Hmm. technique. Donc ça rejoint un peu mon parcours qui a été très technique et qui a toujours été, du coup, j'ai toujours été dans un milieu très masculin. Et donc, encore cette année, donc, il y a quand même une majorité d'hommes. Ouais. Donc, je peux vous parler du coup de cette année et de ce qu'on y fait. Et voilà. Eh bah, volontiers. Dis-nous tout. Moi, Du coup, je c'est donc suis. C'est tellement. Alors, non, il n'y a pas d'enceinte sur ce poste-là, Talma. On bidouille un peu, hein. C'est un peu. Moi, pour moi, c'est complètement flou. Donc, j'ai besoin que tu me dises tout, très d'accord. concrètement. Alors, qu'est-ce que c'est que peut-être qu'est-ce que c'est que la deep tech et du coup, qu'est-ce que ça Bah signifie? ouais, Donc, en fait, déjà. la deep Ouais, donc en fait, c'est tout ce qui est innovation de rupture qui est basé en fait, ou qui est à l'origine, qui est créé à partir de travaux de recherche. Et donc en général, donc c'est des milieux très technologiques. Par exemple, donc moi je suis en intelligence artificielle. Et donc mon projet, en fait, c'est vraiment né hein, du coup de, d'algorithmes que j'ai créés en intelligence artificielle et que je voudrais en fait mettre aux mains du public. Peut-être que je peux vous donner, justement, je vais peut-être prendre l'exemple de mon projet. Donc en fait, c'est un outil d'aide à la décision pour les médecins pour leur permettre de choisir le bon traitement à donner au bon patient donc en fonction de ses caractéristiques spécifiques. Donc en fait, en quelques mots, c'est du coup un algorithme qui prend en entrée donc des données patients qui sont propres du coup à chaque patient. Ça peut être son âge, son poids, ses antécédents médicaux, etc. Et en fait, à partir de là, qui permet de définir quel traitement est le plus adapté à tel patient. Et donc la deep tech, c'est ça en fait. C'est en général, c'est des innovations qui sont issues du coup, de tout ce qui est assez technologique et en fait qui crée une véritable rupture par rapport à ce qui existe actuellement. Et donc le master du coup deep tech et innovation, il se différencie donc des autres masters qu'on peut avoir en actuariat. Donc il y a quand même des dominantes qui sont qui restent les mêmes dans le sens où il y a tout ce qui est levée de fonds, il y a plein de problématiques qui restent assez générales à l'entrepreneuriat, mais en fait on a des problématiques qui sont beaucoup plus spécifiques et donc qui est lié donc justement à tout ce qui est recherche qui est lié. Donc on a par exemple tout ce qui est propriété intellectuelle qui est un grand enjeu de toutes les deep tech. Il y a le fait que du coup c'est des projets en fait qui se font sur des années. On peut pas faire naître un projet, avoir directement des clients et pouvoir être financé par ce biais. Ouais. Il y a toute une étape de recherche durant laquelle en fait on n'est pas financé, mais durant laquelle on a aussi besoin d'avoir pas mal de gens et surtout des chercheurs qui travaillent dessus. Donc voilà, donc en fait c'est des problématiques qui sont très propres à ce domaine-là. Ah, je vois que tu parles, mais je t'entends plus. Ah, vous Si, c'est bon, m'entendez? je te réentends, pardon. C'est bon? Ok, super. Le chat, n'hésitez Après, pas à réagir et à poser vos questions, je transmets, il n'y a pas de problème. Ouais. Je sais que c'est un peu compliqué, là, c'est moi qui ai le casque, les filles l'ont pas et tout, c'est un peu... Mais voilà, vous entendez, n'hésitez pas à réagir. Donc du coup, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aborde des sujets en particulier dessus ou. Et moi, ma question, c'est ça, c'est pas de la recherche parce que en fait, enfin, ça, c'est pas considéré comme de la recherche, par exemple, le fait de créer un outil comme ça, ou c'est pas quelque chose qui pourrait entrer dans. Je pose la question naïvement, hein, j'y connais rien, je suis pas du tout dans ce milieu-là. C'est complètement de la recherche, sauf que c'est un peu donc ça se différencie de la recherche qui se fait par exemple dans les universités, dans le sens où on n'a pas besoin la recherche donc qui se fait vraiment académique disons. En fait, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'application et d'aller jusqu'au besoin client. C'est-à-dire que Oui. du coup, on peut en fait développer plein de choses sans se préoccuper si c'est vraiment un besoin qui va être auquel on va répondre. Tandis que là, en fait, on doit passer, la différence, c'est qu'on passe de la recherche à l'innovation. Et la différence qu'il y a entre la recherche et l'innovation, c'est que la recherche, du coup, c'est vraiment quelque chose, en fait, de nouveau, qui est développé. Et l'innovation, ça répond directement à un besoin et ça va pouvoir
ça va pouvoir en fait être utile pour des applications données. Il y a une personne dans le chat qui te demande si tu as rencontré des difficultés dans tes études par rapport au fait que tu es une femme, notamment dans la tech, parce que c'est ce que tu dis, il y a un écart de genre énorme dans cette discipline-là. Ben, du coup, par rapport à mes études, moi j'ai été hyper tôt, je me suis retrouvée très tôt en fait dans un milieu très masculin parce que je sais que dès la seconde en fait j'avais choisi une option un peu masculine disons, enfin c'était une option ingénierie et du coup je me suis retrouvée, en fait j'étais la seule fille dans la classe. Donc en fait dès le début j'étais plongée dedans, donc très jeune et je me suis habituée et c'est vrai que en fait j'ai eu un parcours très technique et parce que j'ai fait aussi, donc j'ai fait une classe préparatoire où pareil, en fait, je crois qu'il y avait peut-être 30% de filles. Et après, j'ai fait une école d'ingénieur, donc qui était très technique aussi parce que c'était de l'électronique, de l'informatique. Et donc il y avait très peu de filles. Après, pendant ma thèse, j'ai même été, j'étais du coup dans une équipe de machine learning où pour tout vous dire, en fait, au début, je m'en suis pas rendu compte. C'est au bout de 1 an, je crois, où on a fait une photo de groupe avec toute l'équipe. Et là, je me suis rendu compte que j'étais la seule Ah fille. ouais, c'est marrant. Donc ça te choque au quotidien, ça te frappait pas du tout. Enfin, ou alors tu avais tellement l'habitude que. C'est ça. En fait, je suis tellement habituée et j'ai quand même eu la chance, du coup, quand même, enfin, d'avoir été mis à l'aise et qu'on m'ait pas fait sentir cette différence, que en fait, c'est devenu complètement normal en fait pour moi. Et voilà. Et donc ça m'a jamais handicapée. Je pense même qu'au contraire, du coup, peut-être qu'il y a moins de rivalité. Je pense que les hommes peuvent avoir entre eux, dans le sens où du coup j'ai ma différence, j'ai toujours eu ma différence et du coup, en tout cas dans dans les milieux très techniques, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a handicapée et je dirais même au contraire, c'est, enfin je sais qu'on a toujours été bienveillant envers moi. Ah d'accord, d'accord. Donc toi, Ouais. tu as échappé à ce qu'on peut lire parfois, ces témoignages justement de boys club, etc. Ouais. Ouais. Après, je pense que ça dépend vraiment beaucoup je pense que ça dépend vraiment beaucoup des milieux et qu'en général, les milieux qui sont très techniques comparés, par exemple, je sais que j'ai entendu beaucoup de choses sur les milieux de la mode, etc. Comme en fait, les milieux très techniques, on est beaucoup moins axé sur les apparences parce que du coup, on doit produire quelque chose et le résultat, ça se fait sur la production de ce qu'on a fait et c'est un peu, on utilise beaucoup des sciences exactes et donc, en fait, on n'a pas besoin de se cacher, je disais, enfin, derrière des choses. Et donc, en fait, c'est un milieu qui est vraiment pas basé sur les apparences. Et je pense que c'est pour ça que j'ai jamais ressenti ça et eu de problèmes par rapport à ça. Merci Maudit, qui a 2 bureaux de nous. Bienvenue les gens de chez Maudit. Et alors, pour t'expliquer, on a eu un raid de Maudit qui nous a envoyé 373 personnes qui viennent t'écouter. On était en train d'écouter Céline, que vous ne voyez pas à l'écran parce qu'elle est avec nous en ligne, qui fait un master entrepreneurial dans la art tech. Et du coup, c'est hyper intéressant puisque t'expliquais que tu as réalisé pendant ta thèse que tu étais la seule femme. Ouais. Et alors, comment est-ce que tu expliques qu'au fur et à mesure de tes études, il y a eu si peu de femmes? Et comment tu expliques que toi, à l'inverse, ça a toujours été naturel pour toi de faire de la tech? Enfin, naturel, je sais pas, mais en tout cas, tu t'es pas posé la question, quoi. Ouais. Pourquoi il y a si peu de femmes? À vrai dire, je sais pas. Je sais pas. Je sais que les femmes sont moins attirées par justement tout ce qui est informatique, mathématiques. Mais ça, je pense que ça vient un peu du coup La sociabilisation. Ouais, c'est ça, Ouais, bien sûr. des mentalités. Et c'est assez dommage. Euh, après, ben, ouais, je sais, enfin, ouais, je pourrais pas expliquer plus que ça pourquoi il y a moins de femmes. Mais en tout cas, si j'ai un message à faire passer, c'est que en fait, il faut vraiment pas hésiter à aller en fait vers ce genre de milieu parce que c'est vraiment en fait des milieux bienveillants et en plus les hommes, je sais que les hommes en général, enfin, qui m'entourent, que j'ai rencontrés, ils sont vraiment là et en fait ils souhaitent vraiment en fait qu'il y ait plus de femmes en fait de ce milieu, ils sont vraiment pas rétractaires par rapport à ça. Donc en tout cas ouais, si j'ai un message à faire passer aux jeunes filles, c'est de ne pas hésiter à aller dans ces voies-là
parce que c'est quand même des milieux, malgré le fait qu'ils soient très masculins, c'est pas des milieux qui sont néfastes, je trouve, pour les femmes. Ok, alors nous on a eu des témoignages un peu contraires malheureusement aussi dans le chat, mais je pense que ça dépend aussi de parcours Ouais, individuel et de toute manière, il faut pas se freiner quoi. Il faut ouais, pas se complètement. freiner. Et toi, c'est un truc qui t'a toujours attiré du coup la tech? Ouais, ben depuis en fait depuis toute jeune, moi j'aimais beaucoup les maths. Donc en fait c'est pour ça que je suis partie un peu du coup dans mon parcours académique. J'ai fait pas mal de maths. Après j'ai fait pas mal de d'informatique parce que j'aimais ça. Et donc en fait au fil des temps, du coup je suis arrivée du coup dans un milieu très technique et ouais c'est vrai que ça m'a beaucoup attirée. Et je pense que parce que j'avais des facilités dans ce domaine-là, plus que dans d'autres. Et voilà. Et donc, je me suis jamais posé plus de questions que ça. Et alors du coup, pour conclure, c'est quoi du coup j'imagine que ton idéal, c'est de développer ton projet. Ouais. Voilà, tu vas pas partir dans la recherche, disons, académique ou... Enfin, tu vas partir vraiment sur cette idée. Alors, c'est Bah, pas une start-up forcément, je sais pas comment on peut ouais. qualifier ça. Comment ça marche d'ailleurs? Tu cherches à vendre ton projet ou comment ça fonctionne? Bah, à l'heure actuelle, donc, je suis dans l'académique parce que donc, à la fin de ma thèse, là, je me suis engagée donc, dans un postdoc. Donc, pour le moment, j'ai suivi en fait le parcours de l'académique. Ouais, Mais c'est vrai que j'aimerais, du coup, d'ici quelques mois ou quelques années, pouvoir me consacrer entièrement donc, à mon projet. Et pour ça, le parcours, donc, il me manquait avant tout, je pense, pas mal de compétences que j'avais pas forcément, justement en entrepreneuriat, parce que j'ai un bah ouais. parcours très technique. Donc ça m'a aidé, donc cette année ça m'a beaucoup aidé et j'aimerais du coup dans les prochains mois me lancer et avancer en tout cas Bah écoute, dessus. c'est tout ce qu'on te souhaite. Je te retransmets Merci. encore une question du chat avant de conclure, parce que je la trouve Ouais. très intéressante. Est-ce que ton projet d'intelligence artificielle, il pourra corriger les préjugés des médecins qui mènent à des erreurs? Elle parle d'études qui ont démontré qu'il y avait des erreurs médicales sur les femmes, sur les personnes en surpoids, etc. Oui. Pour le moment, c'est pas forcément intégré parce que c'est pas la première priorité. Et là, on est vraiment enfin, en train de se focaliser sur quel est le traitement qui a marché et du coup qui a le mieux marché. Donc, Ouais, mais c'est vrai que parce que donc du coup quand on regarde quel est le traitement qui a le mieux marché, donc en fait on regarde pas forcément la décision que le, que le médecin a pris, mais on regarde en fait quels ont été les effets à la suite du traitement et c'est comme ça que du coup on peut déterminer si le traitement a été efficace ou pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant à prendre en compte et il y a pas mal de, en fait il y a une grosse il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, du coup, sur la fairness, sur justement le fait qu'il y ait des décisions, des fois, qui soient prises de manière inégale. ouais. iné- et, et donc, en fait, on corrige de plus en plus, dans certains modèles, en fait, on corrige le biais qu'il peut y avoir par rapport à la décision humaine. Donc, c'est un des avantages qu'on a d'utiliser, disons, des algorithmes plutôt que de prendre soi-même la décision qui peut être biaisée certaines fois par nos préjugés ou autres. Ouais, donc le but, ça va être d'affiner au maximum pour justement qu'il n'y ait plus de biais potentiellement, si je comprends Ouais, bien. exactement. C'est ça. Ouais. Ah, petit Piou, une IA, c'est comme un bébé, ça dépend de ce que tu lui apprends. Ouais. Exactement. C'est ça. C'est vraiment Ouais. exactement ça. Bah écoute, merci beaucoup Céline. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter? Ou est-ce qu'on a abordé Euh, un peu tout le sujet? ouais. Non, non, en tout cas, pour terminer, je recommande, j'encourage en fait vraiment les femmes à se tourner en fait vers les domaines de la tech qui sont encore malheureusement du coup trop faiblement féminins. Mais faut vraiment pas hésiter à aller vers ce genre de milieu et vraiment pas avoir d'a priori parce que les hommes sont, enfin, du coup, de mes expériences, j'ai vraiment eu beaucoup de bienveillance. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Et, euh, et voilà. Voilà. Et d'ailleurs, s'il y en a donc, qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, de se tourner vers la deep tech, c'est vraiment aussi. C'est vraiment en fait très intéressant. Enfin, du coup, c'est vraiment très intéressant. Enfin, je pense que beaucoup de choses.
Et voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Tout le monde dans le chat te remercie. Super. J'espère que ça va avoir encouragé des gens. Normalement, Ouais, je sais pas, j'espère. je sais pas quel âge ont les gens qui nous suivent aujourd'hui, mais il y a quand même 2400 personnes, donc potentiellement des personnes qui n'ont pas encore décidé de quel était Ouais. leur avenir ou de quelle était leur étude. Voilà, dites-vous qu'il y a des trucs très chouettes Ouais. qui peuvent advenir. Complètement. Allez, eh ben écoute, je vais raccrocher, je vais reprendre nos amis et puis en fait on va vous laisser les amis. Je vous mets sur l'écran de pause les amis. Il y a 0 lacune, on est là. Avec Les meilleurs 25, modos. Nathalie va tout casser. Non, Nathalie m'avait autorisé justement pour qu'on puisse faire intervenir Céline à déborder. non, bah attends, personne ne veut se mettre à dos Nathalie ici, crois-moi bien. Crois-moi bien. Donc, je vous mets sur l'écran de pause, les amis. Et puis, je pense que justement, Nathalie va très vite prendre la suite. Encore merci, les filles. Et puis, on va aller boire des coups, Merci probablement. à toi. Bisous, les amis. Hop.